Depuis la terrasse de la place Michel-Ange, on peut jouir de la vue la plus complète sur Florence et ses alentours. Florence, berceau de la Renaissance, temple de l'art et de la culture, est restée jusqu'ici pratiquement intacte. Elle a su éviter miraculeusement les abus de l'urbanisation. Le panorama qui s'offre à nos yeux est le même que celui que Michel-Ange, Botticelli et Ghirlandaio venaient admirer il y a 5 siècles. Le Ponte Vecchio figure parmi les plus anciens monuments de la ville. On raconte qu'il a été construit à l'époque des Étrusques ou des Romains. Détruit pour la deuxième fois en 1333 par une violente crue, il fut reconstruit de façon beaucoup plus robuste. Sa largeur était telle qu'il fut aménagé sur les côtés de portiques avec arcades sous lesquels on installa des boutiques. Autrefois, il s'agissait de boucheries ou de magasins de laine. Aujourd'hui, ce sont des orfèvres. À quelques pas du Ponte Vecchio, s'étend la place de la Seigneurie, depuis toujours au centre de la vie publique à Florence. Elle tient son nom du Palazzo Vecchio, dit de la Seigneurie qui domine la place, austère et majestueux. Les nombreuses sculptures que l'on y découvre en font un véritable musée à ciel ouvert. Le David de Michel-Ange n'est qu'une reproduction, l'original étant à la galerie de l'Académie, mais il suscite toujours de grandes émotions. Mais encore Hercule et Cacus de Baccio Bandinelli, Judith et Holoferne, exemplaires en bronze de Donatello. La fontaine de Neptune, réalisée par Bartolomeo Amanati en 1575. Sous les belles arcades de la Loggia dei Lanzi, d'autres chefs-d'œuvre sont conservés. L'enlèvement des Sabines, œuvre sculptée par Giambologna vers la moitié du XVIe siècle. Hercule et Nexus du même Giambologna. Et pour finir, le merveilleux percé en bronze réalisé par Benvenuto Cellini en 1554. Depuis la place de la Seigneurie, on accède à la Galerie des Offices, l'une des plus grandes collections d'art du monde. Parmi les œuvres universellement connues, le Tondo Doni de Michel-Ange, une représentation non traditionnelle de la famille sacrée. La naissance de Vénus de Sandro Botticelli, la Sainte Vierge de Cardellino de Raphaël, la merveilleuse Annonciation de Léonard de Vinci, la Vénus d'Urbino du Titien. Tout en poursuivant notre visite au cœur de Florence, nous rejoignons la cathédrale de Santa Maria del Fiore. Sa construction commença en 1296 sous la direction de Arnolfo di Cambio et elle fut consacrée en 1436. La façade actuelle fut construite à la fin du XIXe siècle, façade qui se distinguait par une grande richesse d'ornements et de sculptures. Près de la cathédrale se dresse le très beau clocher commencé par Giotto en 1334 et achevé par Francesco Talenti en 1359. L'intérieur de la cathédrale, à 3 amples nefs, est sévère et majestueux. Près du portail se trouve une grande horloge représentant à chaque angle le visage des prophètes. Elle est l'œuvre de Paolo Uccello, 1443.
La basilique s'enrichit d'autres œuvres d'art précieuses, comme l'immense dôme de Brunelleschi, qui fut entièrement décoré de fresques en 1579. Ces fresques représentaient des scènes du jugement dernier, réalisées par Giorgio Vasari et Federico Zuccari. En face de la cathédrale, le célèbre baptistère de Saint-Jean. De forme octogonale, ce monument est réputé pour ses 3 portes en bronze doré, l'une desquelles, qu'on appelle la porte du paradis, fut décorée de dessins en relief vers la moitié du XVe siècle par Lorenzo Ghiberti. À quelques pas de là, le palais de l'art de la laine, dédié à l'activité commerciale la plus importante au Moyen-Âge. Orsan Michele, une imposante bâtisse construite en 1337 pour servir de marché au blé, et par la suite transformée en église et embellie par de nombreuses statues et tabernacles. L'une des plus belles places de Florence est celle de la Santissima Annunziata, un espace symétrique et harmonieux entouré de portiques de la Renaissance. Les 2 fontaines baroques et la statue équestre de Ferdinand Ier, réalisée par Gian Bologna, décorent également la place. Parmi les chefs-d'œuvre de l'art gothique florentin, il faut citer la basilique de Santa Croce. Il s'agit d'une basilique franciscaine réalisée à partir d'un projet de Arnolfo di Cambio vers la fin du XIIIe siècle. L'intérieur, en style gothique, est très beau avec ses 3 nefs amples et lumineuses. Près de l'église se dresse un couvent entouré de cloîtres lumineux et sereins et de portiques. Il abrite le musée de Santa Croce qui expose d'innombrables œuvres d'art. Le réfectoire est décoré de grandes fresques signées par Taddeo Gaddi. Sur l'une des parois, on peut admirer l'une des œuvres les plus importantes de la ville, le célèbre crucifix de Cimabue, qui, tout en ayant été sérieusement endommagé par la terrible inondation de 1966, garde encore tout son charme. De l'autre côté de l'Arno, nous découvrons San Miniato al Monte, l'un des plus grands témoignages de l'architecture romande et florentine, construit entre 1018 et 1207. Revenons maintenant en ville pour visiter un autre lieu de religion et d'art, San Lorenzo, l'église la plus liée à l'histoire de la famille de Médicis. Elle fut construite en 1442 par Filippo Brunelleschi, qui n'eut pas le temps de compléter la façade. À l'intérieur, on remarque 2 grands pupitres en bronze de Donatello, dont les bas-reliefs furent réalisés par ses disciples. Admirez cette splendide annonciation de Filippo Lippi, réalisée en 1450. C'est dans cette même basilique qu'on trouve la chapelle des Médicis, abritant les tombeaux de la dynastie, en particulier les 2 grands tombeaux sculptés par Michel-Ange. Celui de Julien, duc de Nemours, 3e fils de Lorenzo le Magnifique, et du premier fils, Lorenzo, duc d'Urbino, placé en condottiero avec à ses pieds les représentations du crépuscule et de l'aurore. La dernière église que nous visitons s'appelle Santa Maria Novella, un chef-d'œuvre de plus en style gothique florentin, construite par les architectes de l'ordre dominicain à la fin du XIIIe siècle. La façade, ornée de marbre polychromé, est l'œuvre d'un grand architecte toscan, Léon Battista Alberti. L'intérieur se subdivise en 3 arcades et contient d'innombrables œuvres d'art, notamment la splendide crucifixion réalisée par Masaccio.
Notre visite de la ville de Florence s'achève avec le bâtiment le plus imposant, Palazzo Pitti, qui abrite de merveilleuses œuvres d'art telles que le portrait de Giulio II de Raphaël, Marie-Madeleine du Titien, la Vierge de la Seggiola et la Vierge du Grand-Duc, toujours de Raphaël. Le palais est contourné par le jardin de Boboli, un splendide parc à l'italienne, construit par Eleonora di Toledo, épouse de Cosimo Ier. Nous quittons Florence, et après avoir traversé la riante campagne toscane et ses innombrables villages, nous rejoignons la petite ville de San Gimignano. Cette dernière est célèbre et reconnaissable à ses tours, que l'on aperçoit de très loin lorsqu'on s'y rend. On raconte qu'au XIIIe siècle, ces tours étaient au nombre de 72. Elles appartenaient aux familles riches qui cherchaient à imposer leur suprématie en faisant construire des tours toujours plus hautes que les autres, sans se soucier des lois qui interdisaient de dépasser la hauteur de la tour de l'hôtel de ville. De nos jours, on n'en compte plus que 15, mais une visite à San Gimignano est encore et toujours une expérience particulièrement suggestive, surtout pour la magie qui s'en dégage à la tombée de la nuit, lorsque les monuments, les maisons et les ruelles replongent dans une atmosphère médiévale tout à fait mystérieuse. Parmi les trésors de la Toscane figure bien sûr la ville de Pise. Importante république marinière au début du deuxième millénaire, Pise se distingue en particulier par son Campo dei Miracoli. Au centre de la place, vous pouvez admirer la cathédrale et sa merveilleuse architecture. Un mariage parfait entre le style roman et le style classique. À côté, le très beau baptistère et le cimetière, fascinante galerie de peinture toscane. Derrière la cathédrale, nous découvrons la célèbre tour penchée. Conçue par Giovanni Pisano à la fin du XIIe siècle, elle commença à s'incliner lorsque les constructeurs atteignirent le troisième étage. Notre voyage en Toscane se poursuit et nous amène dans une ville tout aussi magique, Sienne. Au cœur de la ville, on peut admirer la merveilleuse place du Campo en forme de gigantesque coquillage sur laquelle domine l'imposant hôtel de ville, Palazzo Pubblico, l'une des constructions gothiques toscanes les plus élégantes. La place se referme sur la Fonte Gaia, œuvre de Jacopo della Quercia, réalisée en 1419. Parmi les œuvres les plus importantes de l'architecture gothique italienne figure la cathédrale, commencée par Nicola Pisano à la fin du XIIIe siècle. Ville universitaire et siège d'une célèbre académie de musique, Sienne est aussi le siège de l'une des plus anciennes banques au monde, Monte dei Paschi. Elle est aussi la patrie de Sainte Catherine, patronne d'Italie, dont le sanctuaire attire les fidèles du monde entier. C'est la ville idéale pour ceux qui recherchent la sérénité des temps anciens. Néanmoins, cette tranquillité est interrompue 2 fois par an pendant le Palio, course de chevaux se déroulant sur le campo. La course ne dure qu'un peu plus d'1 minute,
mais les habitants des contrades l'attendent toute l'année avec trépidation. 10 fantassins sans selle effectuent 3 fois le tour de la place du Campo à une vitesse folle. Chacun représente un quartier, une contrade, en compétition avec les autres. Une course où tout est permis, au terme de laquelle ce n'est pas l'homme qui l'emporte, mais le cheval.